concurrence sauvage du Racing Club de Toulon et du Thalassa qui Rugby Club de Toulon. Oui, tout à l'heure à 20h55. Donc, monsieur René Merle, qui nous fait le plaisir d'être là, est enseignant, il est docteur, ou était enseignant, il est docteur SLEF, retraité, agrégé d'histoire, il est écrivain, il a, bon, sa bibliographie ne prenait trop de temps, donc on va être très succinct, il est écrivain, mais c'est surtout en tant que président d'honneur de l'association 1851 pour la défense des mémoires républicaines que nous lui avons demandé de venir. Et nous sommes vraiment très heureux parce que je crois que c'est un des meilleurs connaisseurs de cette période si particulière au Var, les insurgés de 1851. Alors il y a au moins deux raisons d'être venu. La première, c'est que Colobrières, qui est un petit village, s'enorgueillit d'avoir quelques rues consacrées aux révolutionnaires de 1848 et 1789, mais également deux manifestations de 1851, puisque nous avons une place Martin Bidouret et une rue Baudin. Et la deuxième raison, peut-être plus personnelle, mais il me démentira si je me trompe, je crois que son papa Toussaint a été, après l'école normale, son premier poste a été Colobrières en 1832, si je ne me trompe pas. Merci donc beaucoup d'être venu et je vous laisse tout de suite la parole. Ça sera beaucoup plus intéressant que ce que je dis. Je vais le remettre. Et surtout, n'oubliez pas de ramener vos portables à partage. On va tourner le dos celle derrière. Christian. Donc, un grand bonsoir à tous. Et d'abord, vous dire que j'ai été heureux enfin de pouvoir répondre à votre invitation parce que cela fait plusieurs... il y a eu des péripéties de santé qui font qu'il y a eu des remises et des remises. Et cette intervention, ça n'avait pas été programmé pour cela, arrive dans une période où la conscience citoyenne est particulièrement sollicitée. Je pense que vous comprenez ce dont je parle. Donc, merci pour cette invitation, et plutôt un double merci. D'abord, comme le rappelait notre ami, un merci très personnel, puisque Colobrières a été le premier poste d'instituteur de mon père, Toussaint Merle, et puis aussi parce que, comme ma grand-mère ne voulait pas lâcher son petit chéri, elle venait faire des saisons dans un hôtel, comme cuisinière, dans un hôtel de la localité, et donc il y a un double souvenir familial. Ah, Colobrières, bon. C'était le bon temps, disait la mémé et le papa. Et puis la deuxième raison de ce merci, c'est qu'il est tout à fait intéressant de rappeler aujourd'hui un événement qui concerne toujours, et peut-être plus que jamais, comme on dit, la conscience citoyenne, mais je dirais surtout la responsabilité citoyenne. Puisque, de quoi s'est-il agi en décembre 1851, à Colobrières comme ailleurs, il s'est agi du refus du système présidentiel poussé à son extrême logique, c'est-à-dire le pouvoir personnel d'un seul homme et de son clan. Voilà ce qui s'est passé en décembre 1851. Et un refus dont nos anciens, en particulier nos anciens du Var, puisque le Var a été un département en pointe à cette occasion, un refus dont nos anciens ont lancé la graine, ont semé la graine. Par ce glacial décembre de 1851, il faisait vraiment très froid. Quand, dans la nuit du 2 décembre, du 2 au 3 décembre, Louis-Napoléon, le président de la République, étrangla la République qu'il était censé défendre. Alors, ils n'étaient pas les seuls, nos Varois, puisque 33 départements se sont levés comme eux. Dans 33 départements, on s'est insurgé. La plupart, je vous dis ça sans chromosomisme stupide, mais la plupart de ces départements étaient des départements méridionaux. Le sud-est, dans son ensemble, s'est insurgé. Et ces gens qui se sont insurgés, c'était des gens très simples, nous en parlerons pour Colobrières, c'était des agriculteurs, c'était des ouvriers, des journaliers, des artisans.
parfois un maître d'école, parfois un médecin, parfois un pharmacien, puisqu'il y avait un pharmacien républicain ici. Voilà, ils ont répondu immédiatement à l'appel de la République, ils ont pris ce qu'ils avaient, le fusil de chasse, la hache, parfois rien, un bâton, et ils sont partis sur les routes pour aller vers la préfecture, essayer d'instaurer un pouvoir républicain à Draguignan. Alors, en ce qui concerne notre arrondissement de Toulon, puisque Colobrières faisait partie de l'arrondissement de Toulon, que s'est-il passé très exactement? Toulon, dès l'arrivée du coup d'État, Toulon a été subjugué par la force armée. Hier, la seconde ville de l'arrondissement a connu un début d'insurrection qui a été brisé par un débarquement de fusiliers marins. Donc le littoral était bloqué dès le 3. Colobrières attendait des consignes, elle devait venir de Toulon, elle devait venir de hier, et rien ne venait. Alors vous savez que nos aïeux étaient de grands marcheurs, faire l'aller-retour Colobrières, la gare de Fresnay ne leur faisait pas peur, et faire l'aller-retour Colobrières, Pierrefeu leur faisait encore moins peur, parce que c'était moins vallonné. C'est par la gare de Fresnay que sont arrivées des consignes qui ne venaient pas, et pour cause, qui ne venaient pas de Toulon et d'hier. Les consignes, c'était, puisqu'à la gare de Fresnay, les Républicains avaient pris le pouvoir, avaient désarmé les gendarmes, et s'étaient organisés en colonne, c'était de descendre sur le Luc, et puis par Vigoban, marcher sur la sous-préfecture. Donc les Républicains de Colobrières ont essayé de rallier le plus grand nombre de jeunes gens de la localité pour participer à ce mouvement. Nous verrons plus exactement ce qui s'est passé ici, mais disons que la colonne descendue de la gare de Fresnay, en arrivant au Luc, a rencontré à peu près 3000 hommes qui étaient déjà réunis venant de Brignoles, de toutes les localités du centre-Var. Ils se sont bientôt trouvés 6 à 7 000. Ils ont marché sur Draguignan, et puis au dernier moment, alors que des nouvelles très confuses arrivaient de Draguignan, où les Républicains entouraient la préfecture, les Républicains locaux de Draguignan, où des contingents armés entouraient les Républicains, le chef improvisé de cette colonne, qui n'était probablement pas le meilleur chef qu'il soit, a décidé, pour éviter un massacre sur Draguignan, d'obliquer les remontées par Salerne et Ops, et puis de là, passer dans les Basses-Alpes, où on l'avait su par des messagers, les Républicains avaient pris le pouvoir, avaient occupé la préfecture et tenaient bon, 10 000 hommes armés tenaient la capitale, les Basses-Alpes, comme on disait à l'époque. Et vous savez ce qu'il en advint. Les insurgés se reposaient à Ops au petit matin, alors qu'ils se rassemblaient sur la place. L'armée qui les suivait à distance et à marche forcée, arrivée par tour, leur est tombée dessus, et les chasse-peaux ont eu vite fait de disperser des gens qui, mal réveillés encore, n'avaient pour combattre que des fusils de chasse, ou je vous l'ai dit, des armes blanches. Ça a donc été le massacre, les arrestations par centaines, la traque dans les campagnes du nord du Var, les exécutions sommaires, les arrestations en masse, 3500 arrestations, l'entassement de ces malheureux dans les cachots glaciaux du fort Lamalde, et ensuite, pour certains, après des jugements sommaires sans avocat, la déportation en Algérie, ou l'internement en France, ou l'emprisonnement, quelque chose d'épouvantable qui fait que dans plusieurs localités, on n'a même pas pu finir de ramasser des olives à ce moment-là, parce qu'il n'y avait plus d'hommes. Il n'y avait plus d'hommes. Ils étaient tous en cabane. Voilà. Seulement, on ne peut pas traiter de cet événement tragique sans traiter de ce qui s'était passé auparavant. Enfin, comment en est-on arrivé là? Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais il faut considérer ce qui s'est passé dans ces 4 très brèves années de la Seconde République. Cette République est née d'une insurrection parisienne en février 1848, strictement parisienne. Elle n'émanait pas de la province, donc elle est
pour ainsi dire, tomber sur la province. Ah bon, ben, on est en République. Si on est en République, mais quel souvenir de la République, disaient les vieux de la République, c'est 1789, il y a eu du bon, les droits féodaux supprimés, puis c'est 1793, la terreur, les conflits entre républicains, le siège de Toulon, enfin, le souvenir de la République, de la première, n'évoquait pas que de bons souvenirs. Alors que va-t-il se passer? D'abord, il s'est passé, à partir de deux données fondamentales, il s'est passé des choses dont je vais essayer de vous montrer l'impact sur Colombrières. Il s'est passé que les hommes ont eu le droit de vote. Le premier acte de la République a été d'instaurer le suffrage universel masculin. Alors, et les dames, me direz-vous, bon, ben, vous connaissez le vieux dicton provençal, « Femmes ne sont les femmes ne sont pas dignes d'être des gens ». Donc, mais tous les hommes majeurs, âgés de 21 ans, n'ayant pas été condamnés, avaient dorénavant le droit de vote. J'ai là quelques chiffres. Jusqu'en 1848, jusqu'en février 1848, dans l'arrondissement de Toulon-Extramuros, où il y a 19 communes, lorsqu'on vote, par exemple, on avait voté en 1847 pour les législatives, lorsqu'on vote, il y a moins de 400 électeurs inscrits. Le candidat du pouvoir, en 1846-47, obtenait 191 voix, et il avait battu le candidat de l'opposition, qui en avait obtenu 165. Alors vous imaginez le désintérêt que pouvaient éprouver à l'égard du vote la plupart des Français qui n'avaient pas ce droit de donner leur suffrage. Et voilà donc ce suffrage universel qui arrive. La vie politique est absolument bouleversée. On va voter, mais voter pour qui? On n'y connaît rien. On n'a jamais fait de politique. Les partis politiques n'existaient pas à l'époque. La presse était relativement muselée. Donc, voter pour qui? On a voté à chaud, immédiatement, pour élire une assemblée constituante qui allait élaborer la Constitution. On a un peu voté comme les notables le disaient, comme le curé le disait, comme les gens que l'on connaissait le disaient. Puis les gens qui savaient parler français, qui savaient lire un bulletin. Puis on a aussi voté pour eux, pour les notables, parce qu'il n'y avait pas d'isoloir. Parce qu'il fallait écrire son papier. Il n'était pas imprimé. Alors vous imaginez le nombre de pressions, la suspicion, le regard. On savait très exactement pour qui voter chacun. Donc, disons que l'Assemblée qui a été élue en mars-avril 1848 a été une assemblée de notables. C'était une assemblée de ce qu'on appellerait aujourd'hui de centristes, de gens qui, s'étaient ralliés à la République, mais sans enthousiasme particulier, et il y avait une forte minorité de gens qui étaient clairement hostiles à la République, qui étaient des royalistes. Alors les royalistes, on les appelait les Blancs, et ces républicains très modérés, assez conservateurs, on les appelait les Bleus. Bleu, blanc, rouge. Alors, les rouges, me direz-vous. Les rouges, il n'y avait pas foi, ça, comme disaient nos anciens. Les rouges, ils se comptaient sur les doigts de la main, parce que les gens qui vont bientôt se retrouver rouges n'avaient alors aucune éducation politique. Alors ça, c'est le premier axe de cette République. Le second axe, c'est qu'il fallait qu'elle agisse, puisqu'elle existe, que va-t-elle faire? Sa première décision d'ordre économique est une catastrophe. La République décide d'augmenter de 45% les impôts qui pesaient sur... il n'y avait pas d'impôt sur le revenu, et donc les patentes, l'impôt sur les maisons, etc. Pour 1 franc, dorénavant, on va payer 1 franc 45, car les caisses sont vides. La royauté avait légué un budget en déséquilibre. Alors, imaginez la réaction du corps électoral, qui était essentiellement composé de ruraux, de paysans et d'artisans. C'est ça la République. Donc, cette République, on l'a immédiatement appelée la République des 45 centimes en plus. Et il a fallu, dans des tas d'endroits, que l'armée vienne exiger
que les gens donnent ce qu'il fallait aux receveurs de contributions directes. Donc, disons le mot, une désaffection, un désaveu de la République dans la majorité rurale du pays. Et puis le deuxième désaveu va venir des ouvriers. Ces ouvriers qui étaient peu nombreux à l'époque, mais qui étaient concentrés dans de grandes villes, en particulier Lyon, Marseille, Paris, Rouen, ces ouvriers ont pensé que la République allait satisfaire leurs revendications. Elle l'a fait en partie. Elle a instauré la journée de travail de 11 heures. Jusque-là, la journée de travail n'était pas limitée. Elle était illimitée. Elle a commencé à essayer de réglementer le travail des femmes et des enfants qui travaillaient dans des conditions d'exploitation abominables. Mais un point, c'est tout. Et comme le chômage sévissait, le gouvernement a décidé de créer des ateliers nationaux dans ces grandes villes où on a embauché les chômeurs. Alors vous imaginez ce qu'on a pu entendre sur les assistés, les fainéants, que l'on paie à ne rien faire, etc. Ces ateliers nationaux ont été vilipendés par tout ce que la France comptait de conservateurs ou de gens qui disaient « Moi, monsieur, je travaille, c'est pas à l'État de payer des chômeurs ». Donc, le gouvernement, ému par ces critiques et en définitive désireux de se débarrasser de cette pression ouvrière, a fermé les ateliers nationaux. Et alors là, les ouvriers parisiens se sont insurgés, ont pris le fusil. Ils l'avaient, le fusil, puisque tout le monde était garde national à l'époque, et donc, comme en Suisse, avait son arme. Et la répression a été épouvantable. Épouvantable. Une saignée qui a fait des milliers et des milliers de victimes. Pas au combat, des victimes après le combat. Des gens qu'on alignait contre le mur et qu'on liquidait froidement. Vous connaissez le récit de Victor Hugo, montre tes mains, elles sont noires de poudre, fusillées. Donc, le monde ouvrier, traumatisé par cet épisode abominable, s'est également détourné de la République. Et donc, la République va se retrouver avec une base sociale extrêmement étroite. Les petits, moyens, grands bourgeois qui avaient essayé de s'y retrouver. Ce sont ces gens-là qui vont élaborer la Constitution pendant l'été 1848 et qui vont la faire voter à l'automne 1848. Alors qu'est-ce qu'elle dit, cette Constitution? Elle donne le pouvoir à un homme fort, très clairement, puisque d'un côté, elle instaure une assemblée qui va voter les lois, mais ensuite, on crée un président, ça n'avait jamais existé en France, un président de la République. On crée un président à l'américaine, mais sans les contre-pouvoirs que les États-Unis connaissent. Un président qui est le chef tout-puissant de l'exécutif, de l'armée, de la diplomatie, etc. Et les républicains, les bleus, qui avaient élaboré cette constitution, pensaient que les gens allaient élire le candidat officiel, qui était le général Cavaignac, celui-même qui avait écrasé dans le sang l'insurrection de juin 1848, l'insurrection des ouvriers. Ce président, qui devait être élu en décembre, le 2 décembre, était élu pour 4 ans. Et il n'avait pas le droit de se représenter. C'est à peu près la seule différence entre la Constitution de 1848 et notre Constitution. Parce que le général de Gaulle, qui a proposé aux Français en 1958-1962 notre actuelle Constitution, était un admirateur de la Constitution de 1848. Et il a à peu près rechaussé cette donnée-là. À la différence, c'est que le président peut se représenter. La preuve. Donc, le futur président Cavaignac, qui se croyait déjà élu, s'est retrouvé face à un petit bonhomme, absolument inconnu, qui arrivait d'Angleterre, où il était constable, il était agent de police, si vous voulez, qui parlait français parce que sa maman le lui avait appris. Sa maman était la fille de Joséphine de Beauharnais, et son papa était un frère du grand Napoléon. Et ce monsieur avait été élevé d'abord en Suisse, à Lémanique, donc il parlait français avec un très fort accent allemand, et matiné d'anglais, puisqu'il venait de passer quelques années en Angleterre. Il arrive en disant
je suis l'héritier de Napoléon. Il endosse tout le prestige de Napoléon. C'est un aventurier politique, il est sans scrupules. Très rares sont les politiciens de ce type aujourd'hui, mais lui, il promettait tout à tout le monde. Les ouvriers, vous avez été écrasés. On va arranger ça. J'ai écrit un livre qui s'appelle L'extinction du paupérisme. Avec moi, soyez tranquilles, vous aurez du travail et des bons salaires. Il ne faut pas leur dire de travailler plus, puisque la journée de travail était quand même déjà à 11 heures. Aux paysans, pas de problème, on va s'occuper de vous, on va diminuer ces impôts, ces affreux 45 centimes. Aux bourgeois, vous craignez les troubles et vous avez raison avec moi, ce sera l'ordre. Ce sera l'ordre parce que je suis le fils, le petit-fils, le neveu d'un homme d'ordre. Napoléon était encensé de ce point de vue par la bourgeoisie. Alors, on vote, et Louis-Napoléon l'inconnu obtient 75% et des poussières des voix. Et Cavaignac est ramassé. Voilà. Donc voilà un président qui est élu pour 4 ans et qui va essayer de faire ses preuves. Ensuite, élire une assemblée législative, c'est-à-dire celle qui va faire les lois que le président va devoir appliquer. Alors, cette assemblée législative, on va l'élire au début de 1849. Et alors là, apparaît une donne nouvelle. Les blancs, les bleus et les rouges. Les rouges apparaissent et ils s'appellent socialistes, communistes. Il ne faut pas prendre ces mots au sens actuel, il faut les prendre au sens de l'époque. Et puis ils se regroupent sous le nom de démocrates socialistes. Mais pour les gens, en particulier chez nous, il y avait les blancs, les bleus, les rouges. Hein, c'était clair et net. Et la notion de parti n'existait pas. On n'adhérait pas, on ne prenait pas une carte, mais dans toutes les localités, ici aussi, il y avait le café des blancs, il y avait le café des bleus, les messieurs, les moussus, pas des moussus, les moussus, et puis le café des rouges. Voilà. Ces rouges, contrairement à ce que l'on pouvait penser, ils se sont décarcassés depuis l'élection de Louis-Napoléon, qui leur avait donné un véritable coup derrière la nuque. Comment 75% des Français votent pour un aventurier sans principe et en fait réactionnaire. Ce n'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et donc ils se mettent à faire ce travail d'information au goutte à goutte, miette par miette, d'aller discuter, et Dieu sait que l'on discutait à l'époque, il n'y avait pas de télévision, et de lire le journal démocratique qu'il venait de créer dans chaque département. Ici, il s'appelait le Démocrate du Var. Vous ne comprenez pas le français, on va vous le lire à haute voix au café, on va vous le traduire en provençal. Et donc, en quelques mois, ces rouges arrivent à faire un tel travail qu'ils se retrouvent avec 35% des députés. Donc, grande émotion, non seulement chez les bleus, mais surtout chez les blancs, et un gouvernement qui est formé par une coalition de blancs et de bleus qui va essayer de calmer un petit peu les rouges. Alors, qu'est-ce qu'ils voulaient, les rouges, par rapport aux bleus? Les bleus disaient, bon, nous voulons la République démocratique. Hein, liberté d'expression, liberté d'organisation, d'association, etc. Les rouges disaient, nous voulons aussi la République démocratique, mais nous voulons que ce soit la République démocratique et sociale. D'ailleurs, c'est inscrit dans notre Constitution aujourd'hui. La France est une République laïque, indivisible, laïque, démocratique et sociale. Alors pour eux, qu'est-ce que ça signifiait une République sociale? Ça signifiait essentiellement, pour les paysans, pour les artisans, échapper à l'usurier. Échapper par un crédit qui serait organisé par l'État, qu'ils appelaient déjà le crédit agricole, un crédit qui leur permettrait ou de garder leur propriété ou d'acquérir la propriété s'ils n'en avaient pas. Donc ça, c'était la première revendication, la réglementation du crédit et l'assistance par l'État pour un crédit populaire. Ensuite, ils voulaient l'instruction. L'instruction, et la plupart d'entre eux étaient des chrétiens et des bons chrétiens, mais ils ne voulaient plus que l'instruction soit donnée par l'Église et qu'elle soit payante. Ils voulaient une instruction laïque, gratuite, communale, donnée à tous les enfants, y compris au premier chef des enfants du peuple, jusqu'à 14 ans. Et enfin, ils voulaient une sécurité par rapport
au travail, c'est-à-dire que fait-on si on se retrouve au chômage? Est-ce qu'il y aura des allocations? Oui, souhaitons-le. Que fait-on si on tombe malade? Il n'y avait pas de sécurité sociale à l'époque. Est-ce que l'État ne peut pas organiser, enfin ce que nous appelons aujourd'hui la Sécu, et enfin par rapport à la vieillesse, où il n'y avait que des mouroirs, que des asiles, que l'Église essayait tant bien que mal de maintenir, pour la vieillesse, qu'il y ait ce que nous appelons aujourd'hui la retraite. Donc ce que voulaient ces rouges-là, nous l'avons obtenu. C'est extrêmement menacé, mais nous l'avons obtenu. Voilà le contexte de l'époque. Maintenant, nous allons essayer de le voir, comment il s'est manifesté dans cette petite localité qui est Colobrières. C'est pour cela que vous m'avez fait venir. Alors, je n'ai pas la prétention de présenter Colobrières à un public associatif qui est averti de l'histoire locale, de ses réalités humaines, passées, présentes. Et donc, je me bornerai à 2 mots pour situer. Alors, petite localité, pas tant que ça. À l'époque, Colobrières a 2008 habitants, en 1851. À l'époque, avoir 2000 habitants pour une localité varoise, c'est la moyenne. C'est la moyenne. 2000, 2500. Donc je vous donne quelques chiffres dans l'arrondissement pour que vous vous repériez. Toulon a 62 000 habitants. J'arrondis. Hier, l'autre grande ville a 12 800 habitants. Après, on a des localités comme Colobrières, Borne, qui était l'autre localité du canton, 2000 habitants. Les voisins, Pierrefeu en a 1500, Cuers, qui est déjà une ville importante, on a 4500. Et puis alors au nord, si on franchit des reliefs, et Dieu sait qu'ils les franchissaient, nos ancêtres marcheurs et chasseurs, eh bien on a Pignan qui en a 2000, 2200, Gonfaron qui frôle les 2000, le Luc, comme Cuers, qui a presque 4000 habitants. Alors les Maillons faisaient partie du Luc, donc la gare Colobrières était très en rapport avec les Maillons, et donc par là même avec le Luc, et c'est important pour la suite. Et puis alors, vers le nord-est, il y avait des localités qui étaient vraiment en symbiose avec Colobrières à cause du développement tout à fait récent de l'industrie du liège, de l'industrie du bouchon. Donc il y avait Grimaud, 1500 habitants, Cogolin, 1500 habitants, et puis la capitale du bouchon, la gare de Fresnay, 2500 habitants. Donc c'est pour vous situer un peu. Colobrières n'est pas une petite localité, c'est une localité comme il y en a tant. Mais alors, me direz-vous, c'est quand même un cul-de-sac, c'est quand même le bout de route, c'est quand même une localité perdue dans ce qui apparaissait un isolant un peu mystérieux, les morts. D'ailleurs, le sous-préfet de Toulon, dans un rapport au début de la République, pour présenter Colobrières, dit, il parle de l'abandon où est ce pays de Colobrières un peu perdu dans un site agreste et sauvage. Et là, plus le sous-préfet de Toulon. Alors, Colobrières, oui, il y a cette légende mystérieuse du pays, de cet isolat particulier du pays des morts, mais c'est plutôt à la fin du siècle, 50 ans après, notamment Jean Écart, que vous connaissez, qui contribuera à cela. Non, Colobrières est connu par les folkloristes de l'époque, de ce post-romantisme des années 1848. Par exemple, je lis dans le grand glossaire et dictionnaire étymologique de la langue française, qui est publié en 1847, donc vous voyez juste avant nos événements. Alors Colobrières, ça vient de 2 mots, dictionnaire étymologique, colons, les colons, ceux qui viennent coloniser, et les bruyères. C'est des gens qui sont venus couper les bruyères, qui se sont installés là, donc colo-bruyères. Bon, pourquoi pas. Mais quand même, la plupart des gens savent que colo-bruyère, ça vient de coulouvre, vient des serpents. Les folkloristes connaissent surtout Colobrières, mesdames, je ne sais pas si vous connaissez la légende, parce que on trouve cette soi-disant vérité rapportée dans des tas de bouquins des années 1840. Colobrières, c'est la localité du châtaignier phallique. Alors le châtaignier phallique, c'est, je cite,
un livre qui s'appelle Superstition et survivance, qui a été écrit peu après. Ce châtaignier phallique porte au-dessous d'une maîtresse branche rompue 2 boules globuleuses qui lui donnent une apparence phallique. Et donc, les dames de Colobrières de toute la région venaient, paraît-il, se placer sur cette branche afin de pouvoir enfanter si elles le désiraient. Je ne sais pas du tout si le châtaignier phallique existe toujours aujourd'hui, mais s'il n'existe pas, dites-le à votre municipalité, c'est un atout quand même du développement local. Alors, soyons sérieux. Certes, Colobrières est un cul-de-sac routier, mais ce n'est pas du tout une localité isolée. Là, je vous renvoie, si vous avez l'occasion de lire cet ouvrage remarquable qui a été écrit par Maurice Agulon, l'historien Maurice Agulon, qui s'appelle « La République au village ». Agulon traite longuement des transformations que les morts connaissent à l'époque. Les transformations sont dues à l'apparition, à la demande de bouchons, donc à l'apparition de l'industrie du bouchon. Et dans les localités que j'ai citées tout à l'heure, on voit apparaître, depuis les années 1820-1830, toute une poussière d'artisans qui commencent à travailler seuls ou avec leur famille, et puis qui deviennent de petits patrons, et puis qui embauchent, les tout petits paysans, les bouscatiers, les gens qui n'avaient pas de terre, les journaliers, qui deviennent des ouvriers. Des ouvriers avec ce que ça implique de rapports un peu conflictuels avec le patron, mais aussi de rapports familiers, puisque tout le monde se connaît, et les ateliers ne dépassent pas quand même quelques dizaines de personnes. Et ces ouvriers reçoivent un salaire régulier qui, aux yeux des agriculteurs, les font apparaître comme des privilégiés. Ils gagnent leur vie en faisant des bouchons, alors que nous, on s'échine. Donc, une certaine tension entre agriculteurs et bouchonniers. Et puis, on embauche les femmes. Les ateliers de bouchonnerie sont des ateliers mixtes et de plus en plus essentiellement féminins. Alors, vous imaginez le regard que pouvaient porter certaines femmes sur ces femmes qui vont travailler, qui vont se mêler aux hommes, etc., etc. Mais il n'empêche que ce prolétariat féminin est un prolétariat extrêmement combatif, avisé, et qui sera défendu par le maire de la gare de Fresnay en 1849, lequel disait, mais enfin, il faut que les femmes votent. Alors si le gouvernement ne le veut pas, moi je vais faire voter les femmes à la gare de Fresnay. Ce qu'il a fait, il a été destitué. Et c'est pour vous montrer l'ouverture des esprits. Et cette industrie du bouchon ouvrait aussi bien les ouvriers que les patrons au monde moderne, parce que les bouchons étaient produits pour être vendus. Donc pour vendre, il faut savoir ce que commercialiser veut dire, il faut savoir faire sa pub, il faut avoir des contacts, il faut avoir un horizon qui n'est pas seulement celui de l'arrondissement, mais qui est un horizon national. Et puis il faut savoir compter, il faut avoir une comptabilité bien faite, donc il faut savoir lire, donc il faut accéder au français, etc., etc. Et j'ajoute enfin, et j'en termine là-dessus, qu'une partie de ces ouvriers arrivent de l'extérieur. Ils arrivent d'un peu partout, ils savent qu'il y a du boulot, et ils viennent s'embaucher. Et donc avec eux, il arrive aussi d'autres visions du monde, de la France déjà. Il arrive par exemple pas mal de gens du Forez, de la région de Saint-Étienne. Et puis ils apportent aussi des idées nouvelles. Ils apportent des idées qui vont contribuer à cristalliser ce que j'appelais tout à l'heure la démocratie socialiste, les rouges. Alors, venons-en maintenant à ces rouges de Colobrières, puisque ce seront eux les plus actifs dans la résistance au coup d'État. Qui a propagé ces idées nouvelles parmi les 2008 habitants de Colobrières? Alors là, vous avez un noyau d'hommes, jeunes pour la plupart, que nous connaissons bien par les archives policières, par les archives de la répression. Ceux CEUX, ceux que nous connaissons, c'est ceux qui se sont fait arrêter, c'est ceux qui ont été emprisonnés, mis en assignation de résidence, déportés en Algérie, etc. Il y en a d'autres, certainement, qui n'ont pas été inquiétés parce que même les plus réactionnaires des gens de Colobrières n'ont pas poussé les choses jusqu'à la dénonciation. Disons que ceux dont je vais vous parler, ce sont ceux qui ont été condamnés, c'était les activistes, c'était le noyau rouge de cette localité. Et il était suffisamment important et inquiétant pour que dès le début de la République, le sous-préfet installe une forte brigade de gendarmerie à Colobrières. Ce ne sont pas les gens de Borne qui pouvaient inquiéter, ils ont été
tranquille jusqu'au bout. C'était clairement pour le canton, puisque les gendarmes étaient cantonaux, c'était très clairement Colombrières. En effet, à Colombrières, au lendemain même de la Révolution c'est le 27 février, la République, 24 février, la République le 27. Il y a une émeute à Colombrières, une émeute essentiellement féminine. Enfin, c'est le type même du charivari populaire. On commence à danser la farandole. Cette farandole se transforme en gesticulation véhémente devant le domicile de celui que l'on veut stigmatiser, et puis on commence à faire voler les pierres, et puis les fenêtres sont brisées, etc. Alors, à qui en veut-on? On en veut un grand propriétaire foncier, un grand propriétaire de forêt, qui ne voulait pas respecter les droits d'usage, qui ne voulait pas que l'on aille dans ces forêts ramasser des champignons, ramasser du bois, faire paître du bétail, des cochons, et surtout, il ne voulait pas qu'on aille chercher du liège. Son liège, il voulait bien évidemment se le garder. Donc un conflit, mais un conflit qui est, si vous voulez, un conflit d'ancien régime, parce que les conflits forestiers, partout où il y avait des forêts dans le Var, il y a eu ce type d'opposition, mais disons que le fait que l'on soit en République, tout d'un coup, a donné aux gens le sentiment qu'ils pouvaient régler leurs comptes. Ou l'arrivée des gendarmes, etc., etc. Alors, très significativement, pour vous montrer que ces événements n'étaient pas vraiment politiques, c'était des événements sociologiques, mais qui n'impliquaient pas une conscience démocrate socialiste. La plupart des femmes qui manifestaient ne savaient pas de quoi il s'agissait. Le receveur de contribution directe était un dénommé Vidal. Lui n'aura pas été condamné parce qu'il n'était plus là au moment du coup d'État. On l'avait déplacé parce qu'il était rouge. Il affichait les opinions socialistes. Vidal est venu calmer les femmes au moment de l'émeute en disant « ça ne se fait pas, dorénavant on peut voter, mais s'il vous plaît, la violence est une mauvaise chose ». Donc le seul représentant un peu connu de la démocratie socialiste au début, c'est quelqu'un qui calme le jeu par rapport à tout ça. En quelques semaines, on voit apparaître des gens qui consciemment préparent les élections. Les élections, je vous le rappelle, du début 1849, pour élire les premiers députés. Bon, c'est pas glorieux. Le candidat rouge a 130 voix, c'est-à-dire à peu près un tiers des suffrages. Ce sont les bleus qui l'emportent et quelques blancs. Mais aux élections partielles, il y a 2 députés, l'un avait démissionné, l'autre avait été arrêté, un républicain. En 1850, un an après, les rouges obtiennent 273 voix. Donc en un an, ils sont passés de 130 voix à 271 voix. Et les bleus et les blancs, enfin ce qu'ils appelaient la réaction, s'effondrent. Ils ont une moyenne de 160 voix. Donc on a vraiment 2 camps électoraux dans la localité, les rouges, 273 voix, et puis l'amalgame des bleus, un peu effrayés par ces rouges, et des blancs, menés par le curé, entre parenthèses, qui influençaient dans les 160 électeurs. Il y avait aussi les Italiens qui n'avaient pas évidemment le droit de vote, qui étaient des journaliers, employés par les grands propriétaires, et qui constituaient un peu, c'était des braves piémontais, un petit peu, j'allais dire, l'énergie de ces grands propriétaires. Lorsqu'il y avait des affrontements physiques entre les uns et les autres, c'était plutôt les journaliers étrangers, d'où une certaine xénophobie vis-à-vis des Italiens, de la part des Rouges. Enfin, ça n'est pas allé au programme, loin de là. Alors, comment en est-on arrivé à ce seuil considérable, 273 euros? Bon, il y a un médecin à la gare de Fresnay, il y en a un à la gare de Fresnay aussi, qui était un bon républicain rouge, mais un médecin ici qui s'appelait Grand. Joseph Laurent Grand, un homme de 47 ans, un homme assis, républicain de la veille. Il était républicain avant, sous la monarchie. Et puis, il a pour ami le pharmacien, qui est un jeune pharmacien qui s'appelle Cyrus Hugues, lui a 28 ans. Et le troisième larron, moins fortuné, moins considéré, mais personnage important, c'est l'instituteur, un jeune qui a 28 ans, s'appelle Coulon, Henri Coulon. Alors ces trois-là,
c'est des gens que l'on écoute, c'est des gens qui savent lire, qui savent parler. C'est eux qui lisent le journal, c'est eux qui apportent le démocrate du Var et qui le commentent. Mais alors, ils le font connaître où et comment? Bon, ils le font connaître au café. Et le café est tenu par un bon républicain, également un rouge, qui s'appelle Régnier, et qui sera sévèrement condamné. Et puis, il y a un autre endroit où on lit le journal et où on discute beaucoup, parce que tout le monde passe là, c'est l'échoppe du cordonnier. Le cordonnier est un rouge notoire, lui il s'appelle Bernard Imbert, et également il aura droit à la condamnation maximale. Donc vous voyez, 3 notables, instruits, cultivés, politisés, 2 personnages d'extraction populaire, le cordonnier et le cafetier, et puis la masse des gens du peuple qui les suivent, qui les écoutent, qui les encouragent. D'un côté les bouchonniers, de l'autre les agriculteurs. Je dis d'un côté et de l'autre parce que ça n'était pas exactement pareil. Alors du côté des bouchonniers, je cite, bon, il y a Béringuier, il y a Blanc, ils ont 23 ans, Boyer, Coulon, 24 ans, Imbert, 22 ans, Jartou, 25 ans, Melchior, 37 ans. Pépé par rapport aux autres. Vior, 21 ans, oui, c'est des jeunes. C'est des jeunes, ils ont envie d'en découdre, ils sont pleins de sève, ils découvrent des horizons politiques qu'ils ignoraient jusque-là, et ils ont cette fougue de la jeunesse. Le sous-préfet, celui dont je citais la poésie bucolique tout à l'heure, disait que Colombrière a une jeunesse turbulente. En effet, ces bouchonniers étaient turbulents. Et puis, il y a les agriculteurs. Alors les agriculteurs, vous le voyez, vous verrez, sont un groupe plus rassis. Il y a Pierre Dole qui a 38 ans, Léopold Gay qui a 49 ans, Augustin Rouvier qui a 38 ans. Ce sont déjà des gens installés dans la vie, ce sont des propriétaires, mais ce sont des démocrates. Ils avaient créé en 1847 une société de bienfaisance, c'est-à-dire de secours mutuel, qui s'appelait la Sainte-Eustache. Et cette Sainte-Eustache était quand même un petit peu orientée, puisque dans ses statuts, il était dit que lorsqu'un membre de la confrérie, c'était tous des agriculteurs, mourait, les membres de la confrérie accompagneraient sa dépouille au cimetière, planteraient une croix, et cette croix portait comme inscription « Il était ami de l'humanité ». C'est dire que l'influence maçonnique, l'influence démocratique était passée par là. Alors, à côté de ces paysans un petit peu rassis qui regardent ces bouchonniers, comme les jeunes se calment un peu quand même, il y a des gens qui sont au travail de la terre, mais qui ne sont pas propriétaires, des journaliers, des ouvriers agricoles, pas piémontais, français. Par exemple, il y en a un qui sera sévèrement puni, qui s'appelle Ferdinand Marcoux, il a 19 ans. Et il y en a un, François Blanc, qui a 25 ans. Les papiers mettent toujours les surnoms. Lui, c'était Babaou. Alors, probablement, il n'était peut-être pas toujours pris au sérieux, je ne sais pas. Il y avait des scieurs de l'homme, comme par exemple Farnay. Enfin, des hommes qui se remuaient, des hommes du travail physique, et qui rejoignaient les bouchonniers par leur jeunesse. Et puis n'oublions pas le jeune Gaillol qui a été formé ici, Gaillol que l'on retrouvera à Villeauban. Il avait quitté, ça bougeait beaucoup à l'époque, hein, il avait quitté Colombrière pour aller habiter avec ses parents à Villeauban, mais il avait été formé dans ce milieu de rouge local, et Gaillol c'est un des 4 malheureux qui seront fusillés par les gendarmes au Luc au lendemain de l'insurrection. Voilà. Donc, je vous ai parlé des élections de 1850. Vous avez vu qu'elles donnaient la victoire, ici en tout cas, aux Rouges. C'est pareil dans beaucoup de départements français. Le gouvernement prend peur et dit, puisque c'est comme ça, on va toucher au suffrage universel masculin. Tous ceux qui n'habitent pas dans la localité depuis 1 an, tous ceux qui ne paient pas un taux d'impôt suffisant, seront privés du droit de vote. On ampute la liste des électeurs de 3 millions de personnes. Et ici, vous voyez qui ça a pu toucher. Hein, c'est plutôt nos jeunes bouchonniers que les notables du village. Donc, la rage.
à laquelle s'ajoutent des persécutions permanentes de ce pouvoir conservateur. On interdit le journal démocrate du Var croule sous les amendes, il va s'arrêter. Avant qu'il s'arrête, on avait arrêté son distributeur, qui était un homme installé à Gassin, et qui faisait toutes les communes du coin avec son journal. On arrête les colporteurs, parce qu'ils distribuent ce qu'on appellerait aujourd'hui des tracts. On arrête les chanteurs de rue, ceux qui chantaient en vendant les papiers, parce qu'ils chantent des chansons subversives. Donc, on vit dans un climat de répression. Là-dessus, je vous fatigue peut-être avec tous ces détails, mais c'est important de voir les choses concrètement. Là-dessus se greffe l'affaire des bouchonniers de la gare de Fresnay. Dans l'été 1850, après les élections, les bouchonniers de la gare de Fresnay, empreints d'idées socialistes et coopératives, disaient bon, écoutez, au patron, vous ne voulez pas nous augmenter, on n'est pas plus bêtes que vous, on crée une coopérative et on va se dépatouiller. Le liège, on sait comment on le ramasse, on sait comment on le travaille, et on va le vendre. Et ils créent la coopérative. Alors, vous imaginez la réaction des petits patrons qui voient se lever non seulement une opposition sociale, mais une concurrence. Parce qu'effectivement, cette coopérative a bien démarré et ça marchait. Alors les gens de la gare de Fresnay, évidemment, ont contacté immédiatement ceux de Cogolin, ceux de Brumeau, de Colobrières, pour dire vous devriez faire pareil. Donc il y a des échanges importants. Et le sous-préfet, toujours le même, écrit les ouvriers bouchonniers de Colobrières sont en relation démagogique. Démagogique, à l'époque, ça veut dire être trop à gauche, quoi. Démagogique avec ceux de la gare de Fresnay. Et en même temps, le conflit forestier se réanime parce que dans ce climat de conservatisme, les grands propriétaires de forêt avaient recommencé à interdire la forêt, l'accès de la forêt aux ramasseurs, et donc à nouveau émeute à la gare de Fresnay, et émeute rouge cette fois. Rencontre entre ce mécontentement traditionnel, plutôt féminin, apolitique, et puis cette conscientisation politique des ouvriers bouchonniers. D'autant que s'ils créent la coopérative, ils ont intérêt à pouvoir aller chercher du bouchon, du liège là où il y en a. Alors, il y a à cette époque-là, donc à l'automne, fin de l'été, début de l'automne 1850, il y a une polémique énorme dans les journaux toulonnais, La Sentinelle et le Toulonnais, les deux journaux très, très réactionnaires, qui accusent le Rouge de la gare de Fresnay des pires méfaits, et en particulier des chansons subversives qu'il chantait. Alors, le sous-préfet fait une descente à la gare de Fresnay, et il arrête ce qu'il appelle les clubistes. Les clubistes, c'est-à-dire le petit groupe de militants rouges, qui avaient tenu une réunion en plein vent. Ils sont arrêtés et pendant quelque temps emprisonnés. Bon. Alors voilà ce qu'écrit le journal démocrate du Var à ce sujet. Il faut vous dire qu'on avait changé de sous-préfet par rapport à ce que je vais vous lire. Que le Toulonnais, que la Sentinelle considèrent comme le comble de l'anarchie des champs en faveur des propriétés communales et dirigés seulement contre ceux qui auraient cru pouvoir s'enrichir en prenant le bien des autres, parce que non seulement les grands propriétaires avaient interdit l'accès à leurs forêts, mais ils s'étaient arrogés une partie des forêts communales. Nous le comprenons sans peine, mais ce qui est moins concevable, c'est que M. de Chambrun, ce noble et nouveau sous-préfet, ait estimé la chose au même point que les feuilles de tolérance. Il est vrai que M. de Chambrun est nouveau dans le département, il ne comprend pas le provençal, il aura pris pour un appel aux armes et un cri de propagande anarchiste et communiste ces deux vers, le vers de la chanson, ces deux vers adressés aux honnêtes modérés, parce que les conservateurs s'appelaient honnêtes modérés, par rapport aux démagogues. Ces deux vers adressés aux honnêtes modérés qui ont la main trop large, non pas pour donner, mais pour prendre. Nous appellent communistes, elle, quand tout partait déjà. Ils nous appellent communistes, eux qui se sont tout appropriés. Ainsi se rejoignent donc les deux types de protestation
dans l'année 1850, et ceci ne cessera pas. À la fin de l'année, le sous-préfet, alors le nouveau cette fois, dénonce les contacts entre la gare de Fresnay et Colombrières avec les bouchonniers de Colombrières, tous connus pour l'exaltation de leurs opinions anarchistes et socialistes. Voilà, donc on est au début de 1850 et on se demande ce qui va advenir. On craint un coup d'État. On le craint aussi bien de la part de l'Assemblée conservatrice que de la part du président. On le craint plutôt du côté du président. Pourquoi? Ça va faire 4 ans qu'il est élu. Il avait tout promis. Il n'a pas réalisé grand-chose. Donc, s'il va laisser dire à l'Assemblée « Donnez-moi quand même l'autorisation de me présenter, modifiant la Constitution », il risque d'être battu. Et donc, il commence à préparer un coup d'État en faisant rentrer d'Algérie les unités de choc, les unités qui s'étaient le plus aguerries dans la lutte contre la guérilla algérienne. Des gens qui ne feraient pas de quartier s'il fallait combattre. Et puis il organise ses réseaux, il passe ses préfets, il passe ses sous-préfets, etc. Et il prévoit ça pour le 2 décembre, c'est-à-dire la date de son élection, puis la date de la victoire d'Austerlitz. Donc, quand le coup d'État a lieu, et qu'on l'apprend le lendemain, le 3, c'est une population dont l'exaspération est à fleur de peau qui va réagir. On est prêt à en découdre, mais comme je le disais au début de mon exposé, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, les sociétés secrètes qui avaient organisé les Rouges avaient donné pour consigne, s'il y a un coup d'État, vous allez à la mairie et vous débarquez le maire. Le maire n'était pas élu à l'époque, il était nommé par le sous-préfet. Vous mettez à la place un comité insurrectionnel républicain. Vous allez voir vos amis les gendarmes, vous leur dites, donnez-vous vos armes, restez dans la gendarmerie et n'en sortez plus. Et après, attendez les consignes. Mais les consignes n'arrivent pas. Donc, les Rouges de la gare de Fresnay ont fait ce qu'il convenait de faire. Cyrus Hugues, le pharmacien, les actes de la répression disent « Le jeune pharmacien Cyrus Hugues a été l'initiateur le plus actif de la société secrète. » Pas si secrète que ça, hein, tout le monde savait qui était qui. Il a été l'un des excitateurs les plus ardents au désordre. C'est lui qui a proclamé la déchéance du maire. C'est lui qui a organisé le comité insurrectionnel. Et ce comité atteint des ordres qui ne viennent pas. Donc, on envoie des émissaires sur Pierrefeu et on tombe sur les soldats. On arrive à discuter avec quelques personnes, il y a eu des catastrophes. L'armée est arrivée dans la soirée du 4 à Cuers, ça a fait un massacre. L'insurrection de Cuers a été brisée, on a arrêté plusieurs centaines de Cuersois, et il y a plusieurs victimes. Donc Pierrefeu ne bouge pas, terrorisé, rentrez vite chez vous, et il n'y a rien d'autre à faire. Ils remontent sur Colombrières. À Colombrières sont venus des émissaires de la gare de Fresnay qui leur disent « il faut marcher sur le Luc ». On se rassemble, nous on descend sur le Luc par la route directe, vous filez sur le Luc par les maillots, ce qu'ils font. Et puis une partie, les plus âgés, les plus rassis, les cultivateurs par exemple, restent à Colombrières pour tenir la municipalité républicaine pendant que les jeunes partent vers ce que vous savez, c'est-à-dire vers cette marche chaotique et vers cet échec. Et alors, quand la défaite d'Ops sera consacrée, quand la traque aux républicains, la défaite d'Ops c'est le 10, qui va durer jusqu'au 15, bon, quand les razzias dans les campagnes sont terminées, que 3500 Varois sont entassés au fort Le Malbe, où, entre parenthèses, ils trouvent sur les murs des inscriptions en arabe, puisque c'est là qu'on avait entassé les combattants d'Abdelkader quelques années auparavant. Ils voient les inscriptions en arabe, mais ils ne savaient pas qu'ils allaient en voir d'autres, puisque nombre d'entre eux seront mis sur des bateaux et expédiés dans les camps de travail ou dans les bagnes d'Algérie.
Donc voilà ce qui est advenu. Alors, c'est un échec. C'est un échec. Concrètement, c'est un échec. Pendant 20 ans, Napoléon, il va rester président de la République pendant 1 an, puis après il se fera élire, soi-disant empereur. Napoléon va régner. Mais ce n'est quand même pas un échec parce que, et c'est cela que nous saluons, parce que cela a montré, alors que toute l'administration, alors que toute l'armée, sans état d'âme, basculait du côté de la dictature, ça a montré que dans le tréfonds de l'âme populaire, chez des gens très simples, des ouvriers, des agriculteurs, des artisans, il y avait ce sentiment de responsabilité républicaine. Ils n'ont pas voulu que la Constitution soit violée. Et puis, dans leur combat, ils voulaient cette République démocratique et sociale, celle qu'ils appelaient la buona, la sainte, et qu'ils vénéraient. Qui peut penser que leurs espérances étaient ridicules? Et qui peut penser que cet esprit de résistance ne soit pas d'actualité? Voilà, je vous remercie. Si vous avez quelqu'un qui a été interné en France, dans des prisons pas toujours sympathiques, certains y ont contracté des maladies vraiment fâcheuses, pleurésie, etc. Tous ont été assignés en résidence après leur libération en dehors de Colobrières. Beaucoup n'y sont revenus qu'au retour de la République en 1870. Ils n'ont pas fait leur plein temps en Algérie. Ils avaient été condamnés à Algérie moins 5 ans ou Algérie plus 10 ans. Mais Napoléon, dans un geste de magnanimité, au bout de quelques années, sentant que l'opposition commençait à repartir, a dit « Mais moi je suis un démocrate, ne croyez pas cela, je vais gracier tous les condamnés. » Mais gracier, mais surveiller, et en 1858, comme un certain nombre recommençaient à faire de la politique, cette fois c'est pas en Algérie qu'on les a envoyés, c'est à Cayenne, où beaucoup y sont restés, parce que là le climat ne pardonnait pas. Donc, ce séjour à l'extérieur, si je puis dire, on n'y reste pas. Il y en a qu'un qui a choisi de refaire sa vie en Algérie, c'est le sieur Delon, qui avait trouvé du boulot à Blida, qui a fait souche. Donc peut-être y a-t-il des descendants de rapatriés qui sont descendants de notre ami. Non, ils sont revenus à Colobrières, mais dans la suspicion, avec le regard, et parfois le mépris, et parfois l'insulte des blancs de la localité qui tenaient le haut du pavé. Et puis, il y a une certaine prospérité qui s'est accomplie sous l'Empire. On a vendu de plus en plus de bouchons, donc un certain nombre d'ouvriers sont devenus artisans à leur tour, se sont enrichis, la population a augmenté, on est passé de 2000 habitants à 2400. Et donc, ça va pas trop mal. La localité ne se signale pas par une agitation particulière, sauf que ces rouges de 51, qui ont vraiment quand même une persistance dans le mauvais esprit, adhèrent à l'internationale ouvrière fondée par un barbu qui vivait à Londres, qui avait un copain qui s'appelait Engels, vous voyez, qui je veux dire, et qui était très très forte dès les années 1867-68 dans les morts. Donc une partie de la population est, comme on disait, internationaliste. Et voilà que Napoléon, croyant gagner la guerre, la déclenche, se fait pulvériser par les Prussiens, il est fait prisonnier, la République est proclamée, et alors nos républicains de 51 disent « Coucou, on est là, c'est à nous de prendre la mairie cette fois, c'est à nous de régler nos comptes. » Alors ça ne sera pas Cyrus Hugues le maire, parce que Cyrus Hugues est parti à la Seine, comme le docteur d'ailleurs, qui s'est établi à Toulon, il n'avait pas le droit de revenir à Colobrières. Cyrus Hugues, dès 1870, proclamation de la République, maire de la Seine, conseiller général de la Seine. Il n'avait pas varié dans ses options radicales, comme on disait à l'époque. Alors, on vote, et on élit quelqu'un qui fait un peu le lien entre les bleus, les propriétaires aisés, et les rouges. On élit un monsieur qui s'appelle Morel, on l'élit comme conseiller général. C'est un monsieur qui fera une grande carrière politique par la suite,
sera ministre, député, etc. Donc voilà ce que sont devenus ces gens-là qui ont été de bons militants républicains avancés, donnant à Colombrières une orientation très clairement à gauche, mais une gauche modérée. Alors évidemment, les conflits sont quand même vite apparus entre cette gauche modérée, les bleus, et les rouges, sans parler du curé qui reste blanc. J'ai apporté ici un extrait du Petit Var. Le Petit Var, c'est le journal républicain qui a remplacé les démocrates du Var. C'est un extrait de 1882. En 1882, les survivants de 1851 reçoivent une pension de la République. La République, elle a mis du temps, elle a mis 10 ans pour se décider, mais elle leur donne une pension. Alors, les gens de la garde Freinet ont pratiquement tous la pension maximale, puisqu'ils ont été condamnés très sévèrement. 800 francs, 900 francs, ce qui à l'époque était une pension annuelle, était quelque chose. Alors, le journal dit « Les bonapartistes ne sont pas les seuls à écumer contre l'indemnité allouée aux victimes du 2 décembre. Il y a quelques jours, l'abbé X de Colombrières, c'est pas la peine de marquer X, il a en compagnie d'un ami passé devant la porte d'une de ses victimes, donc victime de la répression, et d'une voix de stentor disait à un ivrogne qui se plaignait de ne pouvoir promener comme eux, parce que l'ivrogne était... Demandez donc vous aussi une pension, et le gouvernement de la République ne manquera pas de vous l'accorder. Voilà, ça c'est le Petit Var qui règle son compte avec les curés, parce que ce républicanisme rouge était non pas anti-religieux, mais anti-clérical. C'est l'époque où on marque sur les portes des églises liberté, égalité, fraternité. C'est l'époque où on continue à accompagner les défunts à l'église, ou les mariés à l'église, mais où ne rentrent que les femmes, et où les hommes restent sur la place et discutent. Le second texte, c'est toujours du Petit Var à la même époque. Un ancien maréchal Ferrand, et il n'y avait qu'un, donc on savait qui c'était, célèbre pour avoir fabriqué et fourni les chaînes dont on avait changé les défenseurs de la Constitution à Colombrières, et pour les outrages qu'il ne cessa de prodiguer aux pauvres femmes dont les maris étaient au Fort Lamalgue, se trouvait devant la gendarmerie quand un passant l'accostant lui dit, c'est en provençal, je traduis, « Est-ce que vous n'auriez rien eu pour les pensions? Je n'ai point vu votre nom sur le journal. » « Pourquoi me dis-tu cela ?» répond le trop célèbre maréchal Ferrand. « C'est que, réplique le passant, tu as tant fabriqué des chaînes pour les républicains que le gouvernement de la République aurait tort de t'oublier. » Alors le maréchal Ferrand, qui est un gaillard, lui envoie un taquet monumental, et comme ça se passe devant les gendarmes, le petit Var dit que c'est quand même un scandale que les gendarmes ne soient pas intervenus pour défendre un bon républicain. Voilà. Et puis pour vous montrer aussi le climat de l'époque, en 1883, donc un an après les pensions, les rescapés, bon, 2 tiers étaient encore vivants, c'était des hommes de 50 ans, 60 ans, les femmes des défunts qui avaient touché la pension pour leur mari, ou les enfants, se réunissent dans une association, des anciennes de 1851. On les voit convier la population pour planter un arbre de la liberté, et le maire, qui est un bleu, refuse d'y aller en tant que maire. Je ne peux pas m'associer à votre courant politique, mais si je viens, je viendrai à titre personnel. Dites bien que je suis là à titre personnel. Donc vous voyez l'antagonisme qui pouvait scinder une population majoritairement républicaine. Voilà, je crois que je t'ai répondu pour l'essentiel. Et quel est le comportement quand on fait tout cela, après, au moment de la commune, enfin, est-ce qu'ils n'ont plus réagi parce qu'ils étaient éliminés, ou est-ce qu'ils ont réagi en même temps que les communards? Complexe. Complexe.
la commune, ça leur plaît, parce que c'est la commune. C'était des communalistes, je ne dis pas des communistes, c'était des communalistes. Un des points essentiels du programme radical, le jeune Clémenceau, etc., c'était que la commune soit maîtresse d'elle-même, qu'elle élise ses fonctionnaires, qu'il n'y ait plus de fonctionnaires d'État dans la commune, que l'instruction soit promulguée et organisée par la commune. Alors, la commune de Paris, c'est ça qu'elle proposait à toutes les communes de France. Donc, ces gens-là trouvaient la commune très sympathique. Mais d'autre part, ce n'est pas le drapeau rouge de la commune qui leur faisait peur, c'était des rouges. Le drapeau rouge, ils le brandissaient à la moindre occasion. Ils arrosaient de vin rouge les arbres de la liberté. C'était des rouges. Mais ce qui les gênait dans la commune, c'était la violence. Et là, c'est le vieux débat. Est-ce que c'est le moment de prendre le fusil? Est-ce que c'est le moment de se révolter? Est-ce qu'ils ne vont pas être écrasés? Est-ce qu'on ne va pas avoir une saignée à nouveau comme en juin 48? Ils sont encerclés, d'un côté il y a les Versaillais, de l'autre côté il y a les Prussiens. Qu'est-ce que ça va donner tout ça? Nous, on sait ce que c'est que de prendre un fusil de chasse. On se fait fondre. Donc c'est peut-être pas le moment de... Mais bon, quand même, il faut penser à aider Paris, au cas où. Alors les anciens de l'insurrection, en particulier un dénommé Cotte, Paul Cotte, de Salerne, un fabricant de tomates, qui avait été institué préfet de la République par les Républicains du Var, Cotte avait décidé de mobiliser tous les gardes nationaux pour défendre la commune. Et il avait demandé à l'armée de lui fournir 30 000 cartouches. Et l'armée se faisait tirer l'oreille, en particulier la marine à Toulon, qui était vraiment blanche. Donc, tergiversation, on les donnait ou pas ces cartouches? Tant et si bien qu'au moment où elles vont être débloquées, c'est la semaine sanglante à Paris, et c'est ce que vous savez, c'est un massacre pire que le massacre de juin 48, 30 000 victimes. On fusille pendant des jours au Père-Lachaise, aux Tuileries, etc. Alors les républicains du Var se sont peut-être dit, on a bien fait de ne pas bouger. Mais on va tenir le coup. On veut la République, on veut la meilleure République qui soit. C'est comme ça que le Var a acquis, par les élections répétées de députés radicaux et ensuite socialistes, cette réputation qui n'était pas une insulte, mais qui était portée avec fierté de Var rouge. Et c'est ainsi qu'on célébrait deux dates, très souvent dans les cercles locaux, le 24 février, la République, et mai, la fin de la Commune, le temps des cerises, et tout ce que vous savez comme nostalgie, etc. Je suis peut-être un peu long, mais j'interviens. Ça va encore un mot. Il y avait un dénommé Flotte. Flotte, il était de Cuers. Ça tombe dans un coin du cimetière de Cuers. Flotte était un compagnon de lutte de Blanqui. Blanqui, rouge, de chez les Rouges. Après 1851, Flotte, qui était pâtissier à Paris, il s'exile pour échapper à la répression et il part aux États-Unis. Et aux États-Unis, il s'acoquine avec une équipe de types qui étaient venus initialement chercher de l'or en Californie, puis qui se disaient après tout, on va faire la cuisine, et qui crée un restaurant, un hôtel qui fait Flores, qui s'appelait les Frères Provençaux. Et lui tenait la pâtisserie. Ils deviennent riches, ces gens-là. Très riches. Mais ils n'ont absolument pas oublié leurs opinions, et ils envoyaient de l'argent aux républicains sous l'Empire, etc. Quand la Commune éclate, les républicains, chercheurs d'or, etc., de Californie, constituent un bataillon, s'engagent pour aller défendre la République, arrivent à Paris, alors que tout est... il fallait quand même le temps de venir, de Californie... Tout est fini, la guerre est finie, est perdue, mais il y a la Commune, et ils s'engagent dans la Commune. Ils s'engagent dans la Commune, donc la plupart sont arrêtés, massacrés, et Flotte, au moment où on va la massacrer, dit « Moi, je suis citoyen américain. » Ah, si vous êtes citoyen américain, c'est autre chose. Donc, on le remet à l'ambassade, qui le fait libérer, et Flotte vient à Cuers, où il s'installe. Sa famille tenait un bar qui s'appelle aujourd'hui le bar de l'aérodrome. Les bars, ça jouait beaucoup dans la vie politique de cette époque. Et donc, depuis Cuers,
Flotte va créer les premiers groupes socialistes varois, il va coordonner l'action de tous ces gens-là. Borne aura même un très fort groupe socialiste. Borne était plus rouge qu'en 1851. Il contactera les gens de Colobrières, etc. Et on célébrait l'anniversaire de la commune. On l'a célébré jusqu'à l'après-guerre de 14. Alors Flotte, il y a un épisode marrant, c'est que Flotte avait fait venir des gens de Cuers pour l'aider, et il leur avait fait promettre de continuer à parler français et provençal. Et en 1944, c'est le docteur Rébaud qui m'avait raconté ça, vous connaissez, le résistant bien connu. Et Rébaud est originaire de Cuers. Il me dit, ma tante, elle voit arriver un direct sur une Jeep au milieu qui dans un sabir absolument incompréhensible, lui demandait « Ah, Montes !» Alors, il commence à comprendre que c'était du provençal. Ce type était un descendant d'un compagnon de Flotte qui pensait qu'en arrivant à Cuers, en parlant comme ça, tout le monde le comprenait. Donc, ensuite, par notre association 1851, dont vous avez ici le secrétaire, nous avons eu des contacts, et moi j'ai des contacts avec ces gens-là, et donc régulièrement je reçois des lettres d'Amérique en français, enfin en français à eux, et puis un petit peu en provençal qui salue ce que nous faisons, etc. etc. Et de temps en temps, ils reviennent à Cuers. Ils ne sont pas rouges du tout, eux, mais ils ont cette tripe, voilà. Voilà l'histoire de Flotte et de Cuers. Bon, je suis bien bavard ce soir. J'ai retrouvé par hasard le nom de mes ancêtres qui est dans la liste des condamnés hiérois. C'est pas Colobrières, c'était hier. Et alors j'ai une question technique d'abord. Comment est-ce que je peux retrouver les motifs ou le jugement de... Très, très facile, parce que c'est pour cela que j'ai pu vous dire tout ce que je vous ai dit. Aux archives départementales à Draguignan, il y a les dossiers de la répression. Avec le jugement de... Alors il y a d'abord des dossiers de suspicion, c'est-à-dire si ces gens sont surveillés avant le coup d'État, on sait ce qu'en pensent les mouchards, la police, etc. Ensuite, il y a les dossiers d'arrestation, avec concrètement ce qu'on reproche, a été arrêté à tel endroit, participé à la colonne ou pas. Et ensuite, il y a les motifs de jugement. Alors c'était de drôles de jugement, il n'y avait pas d'avocat, etc. C'était des officiers qui jugeaient. Mais là, on a même jugé des gens qui, par leur âge ou parce qu'ils étaient malades, etc., n'avaient pas concrètement participé à l'insurrection, mais qui étaient d'opinion. Donc, si vous avez un email ou une adresse, on pourra vous donner les références. Vous allez aux archives, vous prenez un rendez-vous à l'avance parce que c'est souvent envahi, des gens qui font de la généalogie, etc., qui occupent les lieux. Vous prenez un rendez-vous pour avoir une place, vous dites que vous voulez consulter tel dossier, et c'est par ordre alphabétique de localité, et dans la localité, vous trouverez par ordre alphabétique votre aïeul. Deuxième question, dans la tradition orale familiale, on dit que cet homme-là, il avait plus ou moins pris le maquis du côté des Sardinots et que leurs femmes venaient les ravitailler. Ça vous paraît plausible ou c'est une légende? Ça me paraît tout à fait plausible parce que, par exemple, moi je suis d'origine seignoise, vous voyez, la Seigne, c'est pas la forêt des morts, hein, quand il y a des types qui se sont planqués, enfin, c'est pas un maquis de résistance armée, mais pour échapper, il s'était caché dans la forêt de Janas pendant plusieurs semaines, et il s'est fait cueillir tout bêtement parce que il ne tenait plus, il a voulu aller embrasser sa famille, les voisins bien intentionnés. Donc il y en a eu. Hier, il y en a un qui avait pris le maquis au pesquier, qui s'est fait tuer, le somme. Il y a des tas de gens qui se sont disséminés comme ça dans la campagne. À Cuers, il y en a un qui a vécu des années à Valcroc, qui était alimentaire. Non, ça m'apparaît tout à fait... Bon, peut-être que la tradition orale ensuite est magnifique, parce que ça fait plaisir, d'avoir des gens comme ça, mais il y a du vrai. Je vous remercie. Le gaillol qui a été formé à Colobrières, dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est celui qui a servi de modèle dans le roman de Zola pour Silver, c'est ça? C'est ça, c'est Silver de la fortune des Rougon. C'est ça, de la fortune des Rougon. C'est un jeune de 17 ans. Oui, c'est ça.
Parce que ce qui s'est passé, c'est que Zola, qui a fait un de ses tout premiers bouquins, qui est un peu inconnu, ça s'appelle Les Mystères de Marseille, ça traite de l'insurrection de 48 et de 51 à Marseille. Donc Zola s'est toujours intéressé à ces choses-là. Et c'était un local, Zola, hein, c'était un ex-roi. Or, en 1847-48, Noël Blache, qui a donné son nom, Noël Blache, le jeune avocat Noël Blache, écrit un véritable brûlot, l'insurrection du Var, où il raconte tout ce qui s'est passé. Alors lui, il avait interviewé, enfin si je puis dire, des témoins toujours vivants, et c'est quelque chose, pas à chaud, mais quelques années après. Et donc, dans Noël Blanche, il y a cet épisode terrible de l'exécution de Sivert. Donc Zola, immédiatement après, se dit, il y a de quoi faire quelque chose là-dessus, je vais faire un roman régional, mais il n'y avait pas encore l'idée que de ces rougons initiaux sortirait toute la fratrie, etc. Et il a lancé son roman. Il y a des pages magnifiques sur l'insurrection, mais qui ne sont pas véritablement en vérité historiques. Par exemple, l'épisode de Miette, du porte-drapeau, c'est vrai, mais ça ne s'est pas passé de cette façon exactement. Miette, ce n'était pas une petite amoureuse de Sivert, c'était la femme du forgeron de Grimaud, qui avait mis une grande cape rouge et qui portait le drapeau lorsque la colonne est descendue de la gare de Fresnes. C'était une femme, quoi, une jeune femme, c'était pas une post-ado comme Miette. Et alors ce roman qu'il comptait publier a d'abord été publié en feuilleton, puis la guerre est arrivée, puis la Commune. Quand il a voulu le faire publier en bouquin, on lui a dit « Tu ne veux pas encore nous bassiner avec une insurrection, on sort de la Commune, tu vas magnifier les rouges, etc. » Donc on se calme, et La fortune des Rougons n'a pu être publiée que quelques années après, et avec un succès des plus mesurés. Et c'est alors que Zola s'est dit, qui dorénavant vivait à Paris et avait des contacts journalistiques importants, s'est dit, je vais peut-être faire quelque chose. À partir de ça, même si ça n'a pas eu beaucoup de succès, je vais étudier la descendance des uns et des autres. Et donc, des Rougons, donc de Plassans, de Fessin, on va arriver à Nana, on va arriver à Germinal, on va arriver à tout ce que ça veut. Deuxième question, si je peux encore me permettre. Certains ont été au bagne de Toulon, qui existait encore, non? Le bagne existait, bien sûr. Mais il était plein. Il était plein, le bagne de Toulon. Ah bon, il était plein. Et on ne voulait pas mêler les insurgés aux bagnards. Non, on voulait les mettre dans des conditions d'humiliation et de souffrance. Donc on les a entassés dans ces... Vous connaissez le Fort Le Mal, on peut le visiter aux Journées du patrimoine. On les a entassés là, passez-moi l'expression, dans leur merde, quoi, où ils ont croupi pendant des jours et des jours dans le froid le plus absolu, sans nourriture. Si on les avait mis au bagne, ça n'aurait pas été le paradis, mais bon, les bagnards sortaient pour travailler à l'arsenal, c'était différent. C'est très volontairement qu'on les a mis là. Eh bien, on est Mais bon. voilà.